matin pour ce deuxième salon philo de l'année. Nous renouons avec la tradition selon laquelle un enseignant-chercheur de Paris 1 vient présenter son ouvrage. Et c'est ensuite l'occasion d'une discussion avec le public. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir M. Frédéric Frutot de Laclos, maître de conférence, spécialiste de la pensée contemporaine et de l'épistémologie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser présenter votre ouvrage La connaissance des autres, paru en 2021 aux éditions du CERF. Et après la présentation, donc, on prévoira un temps pour que vous ayez le temps de poser vos questions. Et ça sera aussi l'occasion de vous convier à un petit verre pour continuer à discuter autour de l'ouvrage tous ensemble. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fait évidemment très, très plaisir. Et puis que les activités puissent reprendre, hein, c'est déjà, je trouve, une excellente chose. La caméra bouge, travelling, non, c'est bon. Donc oui, je vais vous parler de ce livre qui est en fait issu d'un travail de recherche, mais ma foi, comme tout ce qu'on fait, mais d'une recherche un peu longue, puisque en vérité, bon, c'est un aboutissement, hein, qui a pour nom habilitation à diriger des recherches, puisque ça c'est le mémoire inédit, donc en vue de diriger des recherches, mais qui en fait est le point d'aboutissement indépendamment de ce rite de passage qui est l'habilitation à diriger des recherches, de cette épreuve institutionnelle. Au départ, c'est un questionnement qui m'anime depuis très longtemps et qui est directement issu de mes recherches doctorales, de mes premières recherches doctorales qui commencent à remonter, puisque je commence à vieillir, évidemment, enfin ça fait longtemps même, comme tout le monde, mais j'ai commencé à réfléchir à ces questions au cœur même de mon sujet de thèse, qui a priori en paraissait assez éloigné, puisque ma thèse portait sur Émile Meyerson, qui est un historien et philosophe des sciences, un de ces messieurs à longue barbe de la Troisième République, qui ne s'appelait pas Jules, mais qui s'appelait Émile. Ma foi, une fois sur deux, il s'appelait Émile, et l'autre fois, il s'appelait Jules. Et qui a travaillé au départ sur l'histoire de la physique classique, l'histoire de la chimie, et jusqu'au développement les plus contemporains de la physique et de la chimie classique. Donc a priori, on pourrait dire qu'on est au premier abord assez éloigné des questions qui sont au cœur de la connaissance des autres, puisque bon, la couverture en témoigne, et la belle affiche qui a été réalisée pour le salon philo est éloquente également. Il y a des liens là avec l'Afrique, des liens avec l'anthropologie en général. Avec ces questions d'épistémologie, donc de philosophie des sciences, on est a priori assez loin de l'anthropologie. Les interlocuteurs d'Émile Meyerson sont d'éminents physiciens, le plus éminent de tous, sans doute, du XXe siècle, c'est Albert Einstein, et on semble assez loin, hein, de l'anthropologie. Bon, les dates d'Émile Meyerson, c'est 1869-1933, donc dans les dates même, de toute façon, on voit mal comment il aurait pu être confronté à des chercheurs de terrain, à des ethnologues, des ethnographes. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se fait une idée de l'épistémologie qui est telle qu'elle ouvre à une anthropologie. En réalité, dès le début, son questionnement est d'une telle généralité qu'il a pour visée, pour fin ultime, une confrontation avec tout type de terrain, y compris les terrains des anthropologues, les terrains des ethnologues. Il y a une phrase à laquelle je reviens tout le temps et qui apparaît au tout début de la connaissance des autres. C'est une phrase que Meyerson écrit dans son dernier livre de 1931, son dernier grand livre de 1931, Du cheminement de la pensée. Je devrais dire son dernier gros livre, parce qu'après il a encore un tout petit livre, mais généralement il fait des monstres de 1000 pages. Et dans son dernier monstre, donc, c'est le terme qu'il emploie lui-même, hein, c'est pas de moi évidemment, je ne me permettrai pas, dans son Chant du cygne, il a cette phrase au cœur d'un chapitre dont le titre est lui-même éloquent, le primitif et le physicien des quanta. Il a cette phrase à propos des Indiens Bororo,
c'est une phrase célèbre de l'anthropologie qui a été maintes fois citée et recitée. Les Bororo affirmaient être des Harara, être des perroquets Harara. Pour les malheureux qui ont suivi mes cours, ils ont entendu cette phrase plusieurs fois. Les Bororo sont des Harara. C'est le type même de la mentalité primitive pour Lucien Lévy-Bruhl. Hein. C'est une pensée de la confusion d'humains qui se prennent pour des non-humains, des hommes qui se prennent pour des animaux. Or, on sait très bien qu'entre l'homme et la bête à plumes qui est le hara ou le harara, il y a une grande différence, des différences de genre ou d'espèce, comme on voudra. C'est pas du tout la même chose. Eh bien, Émile Meyerson a affirmé, voilà enfin la phrase, si nous étions à leur place, la place des Bororo, nous identifierions comme eux. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous dirions que nous sommes des Harara. Et il faut imaginer, évidemment, cet Émile à longue barbe, dans la jungle amazonienne, se comporter comme un Bororo et déclarer qu'il est lui aussi un perroquet à plumes vertes ou bleues. Enfin, cette phrase est évidemment frappante parce que on a du mal à imaginer comment ce correspondant éminent de la Société française de philosophie pourrait lui-même se retrouver dans la jungle, mais il a cette expérience de pensée qui est en réalité une expérience qu'il a pu mener parce que c'était un grand voyageur du fait de ses contraintes professionnelles. Et donc, en vérité, c'est peut-être une expérience qu'il a vécue lui-même, c'est-à-dire en changeant de terrain, on est amené à expérimenter des modes de pensée absolument inouïs et à se mouler dans ces modes de pensée-là, des modes de pensée qu'on aurait pu croire étrangers à notre propre mode de pensée, correspondant à une mentalité en tout point différente de la nôtre, par exemple primitive. Alors non seulement il y a communication des pensées, et aussi bien, dans le même temps, il y a égalité de valeur, en quelque sorte, des modes de pensée. Le mode de pensée Bororo n'est pas inférieur, il n'est pas prélogique au regard d'une logique qui serait celle de l'homme moderne occidental. Voilà. Et le chapitre lui-même dans lequel cette phrase apparaît est tout à fait saisissant parce que c'est un chapitre inaugural dans l'ouvrage de 1931 du cheminement de la pensée qui, je le disais, a pour titre le primitif et le physicien des quantas. Alors Meyerson lui-même met très bien des primitifs, met très bien des guillemets à primitif, puisqu'en l'occurrence le primitif n'a rien de primitif, et ce qui le prouve en quelque sorte, c'est qu'il est susceptible d'être rapproché non seulement de l'homme de science, mais de l'homme de la science la plus développée et la plus déroutante en même temps au XXe siècle, qui est la mécanique quantique. Et Meyerson est en interaction constante avec les inventeurs de la mécanique quantique. Il est notamment très proche de Louis de Broglie, qui en 1927 a eu un prix Nobel pour ses travaux d'interprétation de la mécanique quantique, notamment la mécanique ondulatoire, enfin voilà, des hypothèses très pointues. Mais voilà, au cœur d'un chapitre inaugural, on trouve cette affirmation tout à fait étonnante qui, au fond, convie à faire communiquer le mode de pensée Bororo et le mode de pensée quantique. Voilà, sur un mode qui reste à déterminer, et c'est un des enjeux de Meyerson, de le déterminer, mais ça communique du moins. Et cette hypothèse, moi, m'avait tout à fait frappé. Hein. C'est au fond l'idée que ça pense partout, et que la vocation du philosophe des sciences, pour autant qu'il est plus généralement un philosophe de la connaissance, c'est de s'attacher à cette pensée qui se produit partout, quels que soient les lieux, quelles que soient les époques. Et au fond, c'est une simple extension en termes géographiques ou anthropologiques que propose alors Meyerson, puisque au départ, il a pratiqué lui-même ce type d'investigation tout-terrain. Ses ouvrages ont permis à ses lecteurs de voyager dans le temps, à la rencontre de pensées inouïes qui, pour le coup, relevaient du passé et qu'on aurait pu croire irréductibles aux nôtres, et de ce point de vue aussi bien prélogiques ou primitifs, etc. Bon. C'est-à-dire que Meyerson, c'est quelqu'un qui circule de l'alchimie à la chimie, d'Aristote à Galilée, sans être embarrassé par ce qu'on a pu appeler des ruptures ou des coupures épistémologiques. Alors, bon, je ne veux pas entrer dans le débat, qui est un débat en fait interne à l'histoire et à l'histoire de l'épistémologie elle-même, mais c'est vrai que ça tranche avec cette idée qu'on rencontre dans ce qu'on appelle l'épistémologie française,
qui est l'épistémologie, en fait, dit-on, initiée par Gaston Bachelard. En réalité, elle est présente chez un exact contemporain de Meyerson, qui est Léon Brunswick, celui des pensées de Pascal, l'édition de Brunswick. Il est malheureusement connu le plus souvent pour ses pensées, pour cette édition des pensées, mais il a une œuvre immense, dont l'œuvre de Bachelard elle-même découle directement. Et dans cette tradition-là, puisqu'elle s'est cimentée par relais et relances successives, dans cette tradition-là, eh bien, il va de soi qu'il y a rupture entre science et non-science, science et préscience, entre science et opinion ou science et sens commun. L'opinion pense mal, elle ne pense pas. Voilà ce qu'on trouve sous la plume de Bachelard au début de la formation de l'esprit scientifique. Et incontestablement, c'est quelque chose qui tranche avec Meyerson, et dont la réception, en tout cas en France, de Meyerson ne se relèvera pas jusqu'au début des années 2000, où, disons, il y a eu évidemment d'autres personnes avant les années 2000 pour s'intéresser à Meyerson, mais enfin, c'était essentiellement aux États-Unis, chez Thomas Kuhn, chez Quine, on trouve des références à Meyerson, assez déroutantes pour un lecteur français, mais ce qui fait que en fait, les lecteurs américains sont plus familiers de Meyerson que nous ne l'étions ou que nous ne le sommes. Bon. Et c'est évident qu'il y a quelque chose de tout à fait frappant chez Meyerson et de très rafraîchissant à le voir évoquer dans ses derniers textes, le mode de pensée du schizophrène en même temps que celui du bororo ou de l'alchimiste. Voilà, on n'est pas dans la schizoanalyse, mais enfin, on a des choses assez étonnantes. Bon. Et ça, donc je vous dis, au fond, ma thèse de début des années 2000 visait à expliciter le sens d'une épistémologie qui aurait pour visée l'identification du mode de pensée bororo et du mode de pensée de la mécanique quantique. C'était ça mon objectif dès le début. Et il fallait reprendre tout Meyerson, tous les débats avec la thermodynamique, la théorie de la relativité. Enfin, il fallait en passer par là pour comprendre ensuite quel type d'extension Meyerson comptait donner à sa philosophie des sciences, entendue comme une philosophie générale de la connaissance, qui est au fond confinée à une anthropologie de la connaissance. Et je me souviens que c'était même l'objet de mon premier cours ici en philosophie contemporaine, quand je suis arrivé. J'avais fait un cours sur le fou, le sauvage et le petit enfant, en essayant d'appliquer des grilles de théorie de la connaissance à ces modes de pensée-là, à ces modes de pensée autres. Voilà, une altérité qui passait dans chacune des disciplines constituées au cœur des années 30, psychologie de l'enfant, psychopathologie et psychologie clinique, anthropologie ou ethnologie. Bon, voilà, c'était l'ambition. Et donc il m'a fallu un petit peu de temps pour arriver jusque-là, mais il était évident pour moi que le terrain ou le terreau dans lequel je devais m'installer, c'était ce terrain ou ce terreau qui est celui qui forme la base bibliographique de la connaissance des autres. C'est l'ensemble des références datant des années 30, dans lesquelles se trouvent des choses qui relèvent de la sociologie, par exemple avec Marcel Mauss, de l'histoire, avec l'école des annales, qui se constitue aussi dans ces années-là et qui interagit avec la philosophie de la connaissance. Des choses qui relèvent de l'anthropologie, pour autant qu'elles se constituent dans le droit fil d'une ethnologie ou d'une ethnographie de terrain, en France, assez tardivement par rapport à d'autres pays, à d'autres traditions, mais enfin c'est la fameuse expédition Griol Dakar-Djibouti dans les années 30. Bon, il faudrait mentionner aussi bien une foule d'écoles de psychologie ou de tentatives de psychologie. Et en fait, il est malheureux d'avoir à juxtaposer les disciplines comme je le fais, parce qu'en réalité, ce qui apparaît, quand on fait un peu d'histoire intellectuelle, il apparaît que les disciplines ne cessent d'interagir, de se mélanger, dans une indistinction heureuse, au moins au point de vue conceptuel, que l'après-guerre, au fond, va un petit peu ruiner, en fixant les choses institutionnellement. C'est-à-dire que les hybridations, les mélanges, les empiètements sont le signe d'une bonne santé intellectuelle, dont on pourrait croire que l'institutionnalisation va la consacrer, alors qu'en réalité, elle fige les positions et empêche les communications à terme. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'ensemble des références qui apparaissent dans le bouquin sont pour certaines, semble-t-il, un peu datées, ou en tout cas un peu étranges,
Mais ça me semblait important de me situer dans ce moment d'avant les moments, en quelque sorte. Hein. Comme vous le savez peut-être, c'est Frédéric Worms, un des meilleurs historiens de la philosophie française du XXe siècle, qui a beaucoup insisté sur les moments de la pensée française. Or, à mon sens, l'idée de moment elle-même entérinait les partages institutionnels ou les réfléchissait philosophiquement, ou les évolutions à l'intérieur même d'une discipline, et en l'occurrence à l'intérieur de la philosophie, en fixant un moment de l'esprit, un moment de l'existence, un moment des structures. Ce qui m'intéressait, c'était de me placer entre les moments, dans un ensemble de références qui ne se laissent pas subsumer sous des moments, pour voir comment ça pense partout, au moyen de toutes les matières possibles et imaginables, et comment on peut emprunter d'un côté ou de l'autre, en vue de montrer précisément que ça pense. Voilà. Donc c'était ça l'idée, hein, en quelque sorte. C'était, c'est ça l'intuition globale, et que si je devais la retraduire à partir de la phrase de Meyerson, je dirais que mon objectif c'était de montrer que ça pense partout, et que ça pense quel que soit le lieu et quelle que soit l'époque. Et au fond, philosophiquement, ou historiquement tout simplement, hein, ça pensait partout dans les années 30 comme ça pense partout encore dans les années 50, pour montrer que ça pense partout. C'est-à-dire qu'au fond, les penseurs français, et j'emploie à dessein ce syntagme de penseurs français, s'empruntaient les uns les autres, en passant de la psychologie de l'enfant à l'anthropologie, de l'anthropologie à la sociologie, de la sociologie à l'histoire, dans un joyeux bazar qui, au fond, permettait de développer des approches à la fois fines et étendues, et qui permettait, entre autres, hein, alors je ne veux pas homogénéiser, hein, mais qui permettait de voir que ça pense bien plus largement qu'on ne le croit d'habitude, et qu'on a tout intérêt, je pense en particulier quand on fait de la philosophie, à s'intéresser à la façon dont ça pense, et à l'idée même que ça pense, pour commencer. Hein, voilà. Donc, et c'était ça aussi un des enjeux, hein, c'était de montrer qu'au fond, il y avait un moment de l'entre-deux-guerres ou de l'immédiate après-guerre, mais de même que je pense qu'il y a un moment des années 80, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas moment, au sens de Frédéric Worms, est intéressant, pour autant que ça n'est pas immédiatement cartographiable en termes philosophiques, et que ça ne se laisse pas ranger facilement sous un chef philosophique. Je dis années 70-80 parce qu'il y a un moment où le paradigme structuraliste s'essouffle, on ne sait pas trop si on entre dans un nouveau paradigme, si on est dans une phase de réception de la philosophie analytique, etc. Bon. Et pourtant, il y a des choses qui se tentent là. Il y a, je pense à un bonhomme que j'aime bien qui s'appelle Dominique Janicot, qui essaye des choses, Paul Venn essaie des choses aussi. Enfin, il y a des sortes de bricolage qui me semblent témoigner d'une bonne santé de la pensée, non seulement en dehors des moments philosophiques répertoriés, mais peut-être même dans la période, en dehors de la philosophie elle-même. Hein, avec un problème qui pour moi est central, hein, qui est de savoir ce qu'est la philosophie, et je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, hein, évidemment, mais bon, évidemment, Deleuze le disait lui-même, on peut éventuellement s'interroger sur la nature de la philosophie, sur l'essence de la philosophie quand on en a fait un certain temps, et donc c'est plutôt au soir de sa vie qu'on s'interroge sur ce point. Bon. Mais il se trouve que au fond, cette idée que ça pense partout, c'est au moins peut-être l'idée que la philosophie, en tant que, si on la prend minimalement comme pensée ou ensemble articulé de pensée, est plus largement répandue qu'on ne le croit d'habitude. Au fond, c'est ça le fil directeur du travail, et cette première synthèse-là. Enfin, mais évidemment, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, et toute l'histoire de la philosophie, la façon dont elle est écrite depuis longtemps maintenant, s'oppose à une telle entrée dans la philosophie ou à une telle entrée dans la pensée. Et au fond, au moment où je pensais pouvoir, avec ces terrains, ces matériaux-là, commencer à réfléchir à ce que penser veut dire, je me suis pris en pleine face des obstacles considérables qui en fait forment le point de départ du livre lui-même,
j'ai été confronté à des définitions de la philosophie qui excluaient cette idée selon laquelle ça pense partout. Et il y a deux polémiques en particulier, ou deux problématisations qui ont été centrales et déterminantes et qui ont failli m'arrêter un moment, mais qui représentent les obstacles inauguraux de l'ouvrage. Ce sont des définitions de la philosophie comme ethnophilosophie, pour la première, et de la définition de la philosophie comme géophilosophie pour la seconde. L'idée d'ethnophilosophie, je la trouvais intéressante parce que, indépendamment même de l'idée d'ethno, à savoir donc le centrage ou le recentrement sur une ethnie ou un ensemble d'ethnies, l'idée d'ethnie ne me passionnait pas particulièrement et ne me passionne toujours pas particulièrement, mais du moins dans l'usage, cela renvoyait à ce qui a pour le coup a commencé à être reconnu dans l'anthropologie et même dans l'ethnologie, sous le nom d'ethnoscience ou d'ethnosavoir, la possibilité de l'existence de savoirs locaux qui ne seraient pas immédiatement donnés en Occident, ou en tout cas la nécessité pour le chercheur occidental de terrain, lorsqu'il est en Afrique, en Asie ou en Amérique, de prendre en considération des savoirs qui se sont constitués, qui relèvent de la botanique, qui relèvent de la zoologie, qui relèvent de la médecine. En gros, ailleurs que chez nous, les gens se soignent, et ils se soignent avec les moyens dont ils disposent, et les moyens dont ils disposent sont des moyens fondés sur une connaissance précise des plantes qui les entourent et de leurs vertus médicinales, une connaissance de la faune qui les entoure et de ce qu'elle peut leur procurer, une connaissance donc susceptible de fonder une médecine particulière qui prend pour nom, dans des développements dans les années 70, d'ethnomédecine. Et ça, c'était un point tout à fait frappant, c'est que dans la foulée de la reconnaissance de ces savoirs situés et datés, par l'anthropologie, c'est-à-dire par un savoir lui-même situé et daté au fond, qui était le savoir des anthropologues occidentaux, la découverte par ces savants de terrain que leur savoir lui-même permettait de communiquer avec des savoirs d'un autre ordre ou d'une autre nature qui n'étaient pas jusqu'ici reconnus. Et dans la foulée de cette reconnaissance, il y a eu la reconnaissance de l'ethnophilosophie, la possibilité au fond d'identifier dans les pensées des autres des sortes de systèmes de pensée, des configurations ordonnées de concepts, à la fois des conceptualisations singulières et puis des trajets intéressants d'un concept à l'autre. L'exemple sans doute le plus frappant, c'est justement celui de Griaule, de Marcel Griaule, dont je parlais tout à l'heure, qui, en sympathisant avec les Dogons, est parvenu à développer un système du monde où c'est tout le problème ensuite de savoir si c'est lui qui le développe. Mais enfin, au contact d'un vieux sage Dogon, Ogotomeli, il a réussi à rendre compte d'une cosmologie et d'une cosmogonie Dogon, qui est un véritable système de pensée. Et Griaule, qui avait fait des études de philo à la Sorbonne, qui avait travaillé sur Platon, pouvait affirmer avec enthousiasme au début de son livre Dieudo, qui rend compte de cette cosmogonie Dogon, qu'au fond, les Dogons sont les Grecs de l'Afrique et il y a sans doute là des Platons, comme il y a eu pour nous en Grèce des Platons. Et donc il y avait une sorte, comme on pourrait dire de manière un peu anachronique, il y avait d'entrée de jeu une symétrisation au regard des philosophèmes. Il y avait la reconnaissance de concepts Dogons, comme il y a des concepts grecs, et au fond, la philosophie n'était pas chose grecque, ou pas seulement chose grecque, et qu'elle avait pu se développer ailleurs qu'en Grèce. Et sur le même mode que le mode grec, au fond. C'était ça qui était tout à fait frappant du point de vue de Griaule. Cette idée de système de pensée, elle a quand même marqué notamment l'africanisme français, puisque pendant de longues années, il y a eu un laboratoire qui était pour partie à cheval sur Paris 1 et puis qui a fusionné avec, à l'occasion d'une des nombreuses fusions auxquelles nous sommes incités institutionnellement, mais enfin il y avait un labo qui avait pour nom système de pensée en Afrique noire.
Et c'est même, au fond, l'existence de ce labo qui a donné à Foucault l'idée du titre de sa chaire au Collège de France, hein, qui est une chaire qui porte sur les systèmes de pensée. Bon. Et les africanistes étaient contents sans l'être tout à fait, parce qu'ils avaient quand même l'impression que mention aurait pu être faite par Foucault de l'existence ou la préexistence de ce laboratoire sur les systèmes de pensée en Afrique noire. Ici même, si je ne me trompe pas, la porte à côté a longtemps été le centre des systèmes de pensée moderne. Hein. Donc ça s'est développé. Il faudrait voir le sens que l'expression conceptuelle avait pour les fondateurs de ce qui était donc le CHSPM, et qui est maintenant rebaptisé IFIMO. Mais enfin voilà, c'est quelque chose qui a eu sa possibilité et qui a été un temps envisagé avant d'être abandonné et de continuer à être abandonné. Alors ce qui m'a frappé dans tout ça, c'était cette reconnaissance au fond de la philosophie, là précisément ponctuellement, hein, conjoncturellement, en Afrique. Bon, et en même temps, au moment même où cette possibilité d'une philosophie africaine était reconnue, ou dans la foulée, hein, je voyais aussi bien les élites africaines, parfois elles-mêmes, s'insurger et affirmer qu'on n'a pas besoin de l'anthropologie occidentale pour penser, et que l'idée même qu'il puisse y avoir de la philosophie en Afrique constitue un coup de force, une sorte de projection sur les modes de pensée qui continue au fond à manifester la domination, la prétention à dominer de l'Occident. Au fond, reconnaître de la philosophie en Afrique et la valoriser à ce titre, c'est encore et toujours continuer à affirmer la prééminence de nos catégories, et en particulier donc de la catégorie de la philosophie, comme si le mieux qu'on puisse faire pour reconnaître la puissance des pensées en Afrique était de leur octroyer, de leur concéder le titre de philosophie. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, une polémique autour de l'idée d'une ethno-philosophie ou d'une philosophie africaine qui a émané des élites africaines elles-mêmes, et notamment le penseur auquel je m'attache dans l'ouvrage, c'est Paulin Ntonji, qui est un penseur béninois et qui a vivement contesté la possibilité d'une ethnophilosophie. Bon, il était associé à d'autres, hein, Towa, un philosophe camerounais, il faudrait mentionner, enfin, il y a eu une foule d'acteurs dans cette controverse des années 70, hein, Eboussi Boulaga, Jean-Godefroy Bidima, enfin voilà. Mais j'ai essayé de me concentrer sur une œuvre qui avait cristallisé les critiques pour essayer de voir ce qui pouvait en ressortir. Bon, et ce qui est apparu assez rapidement, c'est que, en fait, comme le disait un autre philosophe africain quand on l'interrogeait sur Ntonji, il s'agit d'Alexis Kagame, quand on l'interrogeait sur Ntonji, Alexis Kagame s'exclamait « Ntonji, mais c'est un blanc ». Pourquoi Ntonji est-il un blanc au sens de Kagame? C'est tout simplement parce que quand on regarde le parcours et l'œuvre même d'Ntonji, qui est une œuvre extrêmement importante, hein, on se rend compte que Ntonji est normalien, agrégé de philo, qu'il est élève d'Althusser et qu'il publie son livre contre l'ethnophilosophie dans la collection que dirige Althusser chez Maspero, et qu'il reconduit entièrement des schèmes qui sont des schèmes bachelariens, il le dit lui-même. Il pense qu'il y a de la rupture ou de la coupure épistémologique dans la science, et que le fil de la coupure épistémologique doit passer au cœur de la pensée africaine, et qu'au fond, il faut que les Africains eux-mêmes s'engagent dans une conversion radicale, qu'ils se forment au fond à l'esprit scientifique, de telle façon qu'ils abandonneront ce qui peut relever de la sagesse collective ou du mythe, pour enfin faire de la philosophie. Mais au fond, qu'est-ce que la philosophie pour Ntonji ? Et que serait un philosophe africain? Bien, ce serait quelqu'un qui philosopherait localement, mais ici l'épithète africaine n'aurait pas d'autre sens que celui de la situation géographique, justement, du penseur, parce que le penseur en question, qui serait donc accidentellement en Afrique, si on peut dire, ou de manière tout à fait contingente,
serait soumis à la nécessité du penser, qui est la nécessité du penser de la philosophie occidentale. Très explicitement, Untonji dit les Africains feront de la philosophie, commenceront à faire de la philosophie le jour où ils liront Platon, Descartes, Kant, Hegel, et le jour où ils entreront dans le concert mondial des discussions exégétiques sur les œuvres de Platon, Descartes, Kant et Hegel. Et donc, bon, après avoir été saisi par la force des arguments d'Untonji, j'avoue que j'ai été convaincu par l'exclamation de Kagame. En effet, on avait l'impression que c'était bien plutôt Untonji qui importait sur le terrain africain des distinctions éminemment occidentales, en particulier une conception grecque d'abord et européenne ensuite de la philosophie. Voilà. Avec, bon, quand on regarde dans le détail, une évolution d'Untonji, d'une part la reconnaissance des savoirs africains qui apparaît dans des ouvrages plus tardifs, et puis la reconnaissance aussi, par le biais d'un dialogue avec des anthropologues, par exemple Marc Auger, la reconnaissance de ce qu'il appelle une idéologique, qui n'est pas de l'idéologie, et donc c'est si vous voulez, c'est le pas de côté qu'il fait par rapport à la tradition bachelardienne, qui au fond renvoyait l'idéologie du côté du non-scientifique ou du pré-scientifique, ce qu'il fallait justement couper au moyen de la rupture épistémologique pour accéder enfin au philosophique. Il semblerait qu'il ait reconnu, dans le cadre de débat avec Marc Auger, un mode hybride, ni à proprement parler idéologique, sans pour autant être véritablement philosophique, mais enfin quelque chose qui serait de l'idéologique. Et ça me rassurait plutôt, parce que je me disais, l'idéologique, c'est la logique des idées, au sens peut-être même des idéologues au départ, qui furent d'ailleurs parmi les premiers anthropologues à la fin du 19e. Ça, l'histoire de l'anthropologie a fait apparaître que les idéologues ont été très tôt préoccupés des frontières du penser, qu'il s'agisse de Victor de l'Aveyron, à la fois l'enfant sauvage, ou ensuite la société des observateurs de l'homme qui s'est lancée sur les routes pour essayer de voir comment pouvaient s'articuler logiquement les idées. Bon, donc là, ça c'est un premier obstacle, au fond, l'obstacle de l'obstacle épistémologique qu'il me fallait lever, et après avoir eu bien des frayeurs, j'ai eu l'impression qu'il était dépassable, en tout cas contestable. Et puis, deuxième surprise, mais après je ne vais pas non plus parler trop longtemps, mais parce que là en fait je vais vous parler de toutes les parties, je suis que dans la première, c'est mal. Mais non, l'autre tentative qui me semblait représenter une source et puis susceptible de fournir des alliés, c'était la thèse deleuzienne d'une géophilosophie. Et ça, j'aimais beaucoup cette idée parce que il y a toute une réflexion chez Deleuze sur le territoire, en rapport avec d'ailleurs des déterritorialisations, mais toujours un point de départ trouvé dans la terre ou le territoire. Je crois que mon collègue David Apoujad a fait un certain nombre de cours il y a quelques années sur la terre et le territoire. Bon, il y avait cet ancrage-là, d'abord reconnu à une sorte d'anthropologie schizoanalytique, au moment de la collaboration avec Guattari. Et du coup, assez naturellement, il y a un chapitre très important de l'Anti-Oedipe qui se nourrit de l'anthropologie africaniste, le chapitre central, le chapitre 3, Sauvage, barbare, civilisé, qui est nourri justement des travaux de cette anthropologie africaniste dont je vous parlais tout à l'heure, de cette anthropologie des systèmes de pensée en Afrique noire, notamment le sous-texte de Sauvage, barbare, civilisé, c'est les travaux d'Alfred Adler et de Michel Cartry, qui sont des travaux donc sur les systèmes de pensée. Bon, alors c'est jamais explicité comme tel parce que Deleuze il fait toujours du concept à partir du concept, et donc le concept de départ apparaît pas nécessairement, ce qui apparaît c'est son concept à lui, mais en l'occurrence dans l'origine même il y avait un souci anthropologique très clair. Pierre Clastre l'a tout de suite vu, il a dit mais il y a quelque chose là pour les anthropologues, c'est évident, l'Anti-Oedipe c'est aussi une rénovation de l'anthropologie. Et donc concéder, comme Deleuze le fait avec Guattari en 91, que la philosophie doit en passer par une géophilosophie, ça me semblait très bon augure, au fond, et peut-être même plus intéressant qu'une ethnophilosophie, parce que c'était pas s'attacher à des peuples,
C'était de s'attacher aux conditions concrètes d'idéation, de conceptualisation sur des territoires, quoi. Voilà. Et puis évidemment, bon, ça, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'était extrêmement frustrant de découvrir que dans le chapitre géophilosophie de qu'est-ce que la philosophie de Deleuze et Guattari, Deleuze finit par dire qu'il n'y a pas de philosophie en Inde, il n'y a pas de philosophie en Chine, il n'évoque même pas la possibilité d'une philosophie africaine, parce qu'on est en deçà même des corpus écrits qui permettraient de réfléchir à l'activité de conceptualisation, mais il n'y a pas de philosophie juive, il n'y a pas de philosophie japonaise, enfin bon, voilà. Tout simplement parce que le concept, il apparaît, et je ne rentre pas dans le détail, mais il apparaît que le concept est grec. Il est grec, et puis ensuite il est européen, et là il se déploie en Angleterre, en Allemagne, en France, mais même en Europe, hein, c'est limité, puisqu'il ne va pas jusqu'en Espagne, il ne va pas jusqu'en Italie, sans doute la proximité avec l'Église est-elle trop grande, donc on a des sagesses, on a des figures, hein, mais des références par conséquent à des transcendances qui décollent du territoire, mais on n'a pas ce type de déterritorialisation immanent qu'est la création de concepts. Voilà, de ça, c'est... Bon, voilà. Bon, et donc ça, c'est ultra frustrant, quoi. C'est ultra frustrant parce qu'il y a quelqu'un qui vous donne plein d'outils et puis qui, à la fin, vous les retire, quoi. On commence le chapitre en se disant, chouette, on va pouvoir faire plein de choses, et à la fin, il vous retire vos jouets, quoi. Donc c'est pas bien. Moi, j'aime bien jouer. Mais non, mais en plus, ce qui était marrant, c'est que son idée même du concept et de l'immanence du concept, il l'a référé chemin faisant à François Julien, le sinologue, qui par ailleurs fait l'objet de controverses à l'intérieur du champ de la sinologie. Mais ce qui était marrant, c'est que Deleuze allait quand même le chercher parce qu'il y a une conception immanentiste du concept en Chine, selon Julien, qui faisait tout à fait ses affaires. Donc après avoir souligné l'immanence du concept en Chine, selon Julien, voilà que Deleuze disait en Chine, il n'y a pas de concept, quoi. Bon. Donc ça, c'était, à mon sens, c'est assez inintelligible. Mais enfin, bon, du coup, l'idée était de reprendre cette idée d'une géo, d'une ethnophilosophie, et d'aller voir comment ça se passe concrètement. Mais là, j'y suis pas allé moi-même, j'ai suivi des gens qui y étaient allés, et justement des gens qui y sont allés dans les années 30. Et donc ça, c'est ce que je développe ensuite dans les deuxième et troisième parties, de manière un peu plus thétique, en quelque sorte, tout en étant toujours médié historiquement, parce que je ne suis pas anthropologue. Mais enfin, j'ai essayé de recueillir des travaux d'anthropologie, d'ethnographie, des travaux de terrain, qui avaient été attentifs à la diversité des matières identifiées selon les territoires, et qui avaient été attentifs aussi à la forme des identifications, des idéations, en fonction des territoires. Et donc ça, je le fais dans la deuxième partie. Il y a un bonhomme qui m'a beaucoup intéressé, qui là encore est oublié, et sans doute pour de bonnes raisons parfois, hein, c'est André Varagnac, qui était un affreux collabo. Voilà, la Terre ne ment pas, c'est aussi une des entrées dans le concept de Terre. On peut dire que Varagnac s'est vautré dans cette conception-là à partir des années 40, quoi. Mais avant ça, il avait été socialiste, il avait même été marxiste, et il avait été extrêmement sensible à ce qu'il appelait, en des termes marxistes, la dialectique du milieu et de la collectivité. Et là, il y a un travail qui est assez intéressant. Alors là, on est dans les premiers pas de l'ethnographie européenne, de l'ethnographie française, au moment où l'anthropologie se développe sur nos propres territoires, parce qu'au fond, elle n'est pas seulement exotique, elle est aussi métropolitaine, et elle doit être métropolitaine parce que s'il y a des exclus, qui sont les sujets de l'empire colonial, il y a sur notre propre territoire une histoire qui est aussi faite d'exclusion, et ce qui intéressait Varagnac, c'était ce qui se passait dans les campagnes, et son idée c'était que ça pense dans les campagnes. Et donc jusqu'ici tout cela avait fait l'objet de recueils folkloriques, et il y a un moment où tout ça est lié aussi à beaucoup d'histoires, hein, mais qui m'intéressent particulièrement, j'aime bien les histoires, et c'était au moment de la fondation du musée de l'homme et du musée des arts et traditions populaires ensuite, la constitution d'une science ethnographique pour l'Europe elle-même, au-delà du folklore, et de ce qui renverrait justement au mythe ou aux sagesses, mais vraiment le souci de reconsidérer en détail la manière dont les gens agissent et la manière dont ils pensent en fonction de leurs actions. Et ça, Varagnac était frappant parce qu'il
il a, dans les années 30, produit des travaux vraiment de terrain. Hein. C'est le développement du travail de terrain en ethnographie européenne, en France en tout cas. Et il y a des rythmes différents selon les pays d'Europe, mais là, c'est les questionnaires, les enquêtes collectives, voilà, le travail participatif, quoi, avec ensuite, mais ça a continué encore très longtemps, avec vraiment des travaux de terrain. C'est une histoire en elle-même passionnante, et c'est un des problèmes d'ailleurs, il faut à chaque fois se retenir pour ne pas devenir historien de ces choses-là, parce qu'on a envie d'en savoir toujours plus, on a envie de suivre ces gens-là. Hein, et voilà. Bon, donc là, j'ai essayé de me concentrer sur Varagnac, et Varagnac, par exemple, dans le tour de main du potier, dans les gestes mécaniques du laboureur, etc. Bon, il appréhende des postures corporelles, ce que Marcel Mauss appelait des techniques du corps, et il essaie de voir comment des idées se forment à travers le travail du corps. Et c'est l'idée même que des idées émergent à même le travail du corps. Donc une articulation du milieu, du territoire et de l'insertion corporelle des individus dans le territoire, sans négliger le rôle du social, hein, les transmissions, les héritages, voilà, le Tour de France, des artisans, etc. Bon. Et puis, au milieu de tout ça, ce qui me frappait beaucoup, et Varagnac a été formé à la philo, il a fait de la philo ici même, en Sorbonne, dans les années 20, c'était le souci de l'idéation, le souci de la formation des idées. Donc ça, c'était le premier pas, qui était vraiment le travail sur la matière. Voilà, toujours dans l'idée que si nous étions à leur place, à labourer, à faucher, à produire des objets artisanaux, nous penserions comme eux. Voilà. Et puis, dans un troisième et dernier temps, ça c'était l'ultime développement, essayer de voir que il y avait des gens aussi qui avaient essayé de réfléchir au système d'idées, au fond, et à la manière dont la systématicité se met en place à partir de ces expériences. Et au fond, j'arrive à une idée de l'expérience et au fond à une conception de l'empirisme qui inclut la formation des idées dans le recueil des impressions sensibles, si on peut dire. C'est-à-dire, bon, et là, celui qui est mon guide, hein, c'est un autre bonhomme que je trouve très intéressant, qui s'appelle Edmond Ortigue. Il va y avoir d'ailleurs à la fin du mois une journée d'études sur Edmond Ortigue aux Archives nationales, le 25 novembre. Ortigue est connu pour ses travaux notamment sur Oedipe en Afrique, Oedipe africain, et puis pour des travaux aussi sur les religions. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il avait essayé de fournir un modèle logique de la structuration de la personnalité à partir de réflexions sur la logique. Et il y a tout un travail sur la logique et le rapport de la logique à l'expérience que je ne vais pas du tout expliciter là parce que sinon on est là jusqu'à 20h. Mais voilà, ça me semblait assez intéressant et je travaille toujours là-dessus, hein, avec notamment des débats qui sont nourris de ce qui s'est fait dans la tradition dite analytique et qui, au fond, ont connu certaines avancées, mais peut-être pas aussi franchement que chez quelqu'un qui, pourtant, au départ, n'est pas logicien comme Ortigue. Hein. C'est un curé défroqué qui travaille en théologie, puis en philosophie, puis en logique, parce qu'il en a besoin après avoir fait le détour par l'anthropologie. Donc voilà, un des enjeux maintenant va être de voir un peu comment ça se passe, la connaissance des autres pour les autres, c'est-à-dire notamment ces autres si proches que sont les analytiques. Il y a beaucoup de débats là aussi, mais l'idée n'est pas simplement de se dépayser, mais c'est aussi d'élargir l'enquête, parce qu'il y a aussi sans doute des outils ailleurs. Voilà. Mais bon, donc en tout cas c'était la première tentative voilà, visant à connaître le type de connaissances que les autres ont développées. Voilà. Mais j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, on peut entamer la discussion. Sinon, je recommence. Hein. Oui. Oui, moi j'avais quand même la question là sur la géophilosophie, puisque alors il y a quand même, il me semble, dans ce chapitre
qu'est-ce que la philosophie de Deleuze-Guattari a fait une distinction assez nette entre penser et penser philosophiquement. Et je ne sais pas s'il y a justement par rapport à la première critique de l'ethnophilosophie, qui justement considérait que chercher, est-ce qu'il n'y a pas entre ces deux perspectives, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une réponse finalement à la première critique adressée à l'ethnophilosophie et l'idée d'une diversité éventuelle dans les façons de penser qui ne se rapporterait pas forcément à un mode de pensée spécifique que Deleuze et Guattari cherchaient à définir de toute façon dans ce texte-là. Et du coup, c'était pour avoir une précision justement sur ce que vous appelez, ce que vous recherchez justement dans cette altérité. Enfin, est-ce que c'est vraiment une pensée conceptuelle, ou est-ce que précisément cette altérité pourrait se radicaliser au point de alors justement, c'est en effet, hein, de sapence à sapence philosophiquement, la conséquence n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on pourrait se contenter de reconnaître que ça pense, sans pour autant vouloir en effet inféoder la pensée en question à la philosophie. Et au fond, de ce point de vue, en réalité, les critiques adressées par Untonji à l'ethnophilosophie et puis la manière dont Deleuze conceptualise à son tour la philosophie sont assez convergentes en fait. Et les vues sont assez convergentes parce que Untonji lui-même serait prêt à reconnaître que ça pense, mais ça ne pense pas sous la forme du concept philosophique. Et Deleuze lui-même, au fond, reconnaît partout de la pensée, mais il dit le concept, c'est une affaire proprement occidentale, d'abord grecque, etc. Bon, et puis ensuite ça renaît à l'époque moderne. Bon. Cette réponse me frustre, voilà, mais tu restes au moment de la soutenance d'habilitation, hein, c'est exactement l'une des critiques que m'a adressé Jocelyn Benoît, mon garant d'habilitation. Il m'a dit, mais au fond, ça peut penser sans pour autant que ce soit de la pensée philosophique. Et en effet, on pourrait dire que la philosophie est culturellement déterminée et que c'est une façon occidentale de penser. Bon. C'est même presque un choix. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un choix définitionnel? Je ne sais pas, mais enfin, il y a une cohérence entre cette perspective-là, mais qui de fait, peut donner lieu à d'autres façons de concevoir ce qui est philosophique ou non philosophique. Oui, mais du coup, la question suivante, c'est qu'est-ce que la philosophie? Enfin, c'est vraiment, du coup, s'il le faut, la question doit être reposée. Enfin, voilà, c'est ça l'enjeu. Si vous voulez, ce qui me semblait intéressant chez Émile Meyerson, c'est qu'il y avait une conception implicite du philosophique, jamais explicitée comme telle, ou pas énormément. Mais c'était, si vous voulez, cette idée qu'on trouve au détour de telle ou telle phrase, selon laquelle l'homme de science fait de la métaphysique comme il respire, ou l'ontologie fait corps avec la science mais ne saurait en être séparée. Alors ce syntagme d'ontologie, il a eu une destinée très importante et très riche jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est le syntagme même qui est repris d'abord par Bruno Latour et puis ensuite par Philippe Descola pour décrire justement les systèmes de pensée. Je vais très vite, mais ce que Philippe Descola appelle les ontologies, les 4 ontologies qu'il reconnaît, c'est justement des systèmes de pensée et qui, bon, il faudrait retracer la filiation à l'égard de Lévi-Strauss ici, mais c'est évident que pour lui, il y a des postulations sur la nature de l'être qui sont présentes partout, même si elles sont différemment articulées selon les lieux, les aires géographiques, les époques. Donc, voilà, moi, c'est cette idée implicite du philosophique comme, au fond, projection sur la nature des êtres qui peuplent notre environnement naturel, éventuellement social. Bon, là, qu'est-ce qu'un concept? C'est ce qui identifie quelque chose. Voilà. Et au fond, à partir de là, qu'est-ce que philosophie fait? C'est identifier des choses au moyen d'un concept qui les nomme. Et là, c'est totalement sauvage ce que je vous dis, hein, c'est trop rapide, hein, et c'est ensuite circuler d'un concept à l'autre de manière à au fond,
proposer un filet qui a pour nom, à mon sens, philosophie, sur l'expérience elle-même. Mais ce qui m'intéressait aussi, mais c'est la difficulté, c'est au fond de voir que ce filet en question, qui a pour nom philosophie, il est au plus près de l'expérience sans pour autant représenter un décrochage au regard de l'expérience. C'est la raison pour laquelle il y a ce jeu de l'immanence et de la transcendance qui m'intéresse chez Deleuze et qui, à mon avis, est plus largement répandu qu'il ne le dit. Il y a un survol de l'expérience au moyen du concept qui n'est pas l'apanage de notre mode de pensée et qui aurait pour le coup non philosophie. Voilà. Je pense que à cet égard, il y a en effet du philosophique partout. Enfin, si vous voulez, j'ai dit que un de mes points de départ avait été Untonji, et puis j'ai évoqué Griaule avant ça. Plus précisément, dans la lignée de Griaule, il y a une anthropologue que j'ai trouvée très intéressante, qui était elle-même l'épouse d'un guerrier Maasai, qui s'appelle Jacqueline Runger-Eberhardt, et qui disait qu'il y avait une épistémologie bantoue. Et c'est-à-dire qu'au fond, elle allait très loin dans la reconnaissance d'une pensée des autres et d'une pensée de survol. Elle disait que les Bantous ont des connaissances et qui réfléchissent adéquatement leurs connaissances. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie de la connaissance bantoue en même temps qu'il y a une connaissance bantoue. Et cette idée-là me paraissait témoigner de ce qu'on peut appeler de la philosophie. Alors après, évidemment, la tradition... la philosophie, c'est fixé dans des traditions en Occident, mais je pense que... j'hésite ici entre deux gestes, soit abandonner l'idée même de philosophie et aller voir en effet comment ça pense, et en même temps, je suis troublé par la proximité des mécanismes de pensée, qui est telle qu'au fond, on peut continuer, me semble-t-il, à parler de philosophie et à mener des entreprises comparatistes. Il y a un immense bonhomme dont j'aurais dû parler et dont je n'ai pas parlé, c'est très mal. C'est Paul Masson-Roussel, qui, dans les années 20, 30, 40, élabore ce qu'il appelle une philosophie comparée. Et c'est génial, c'est vraiment génial. Il faut à tout prix rééditer ce bonhomme. Voilà, ça fait partie des travaux à mener pour moi dans les prochaines années. En 1923, il écrit un ouvrage qui a pour titre La philosophie comparée. Et il montre ça, quoi. Il montre ça, c'est-à-dire soit des milieux de pensée, comment des concepts se détachent et des concepts qui forment système, que ce soit en Chine, en Inde ou en Occident, et même dans ses derniers textes, parce qu'il a lu Griaule, il dit en Afrique, tout cela mérite le nom de philosophie. Et on peut dire qu'il y a une métaphilosophie qui réfléchit les philosophies, mais enfin les philosophies localement réfléchissent déjà. Ou disons, les pensées réfléchissent de telle façon qu'on peut les nommer philosophie. Voilà. Donc, et oui, c'est un immense penseur, Masson-Roussel. J'aurais dû me parler de lui, en fait. Mais je l'ai fait. Ça fera un autre salon fil. Voilà. Du coup, il y a plein de questions. On a 3 là. Ouais. Je sais pas. Il faut commencer. Alors, allez-y. Oui. Merci M. Fruteau. Si vous venez une conférence tellement excellente. En fait, ma question c'est que, si je vous comprenais bien, c'est que le contexte de votre travail, c'est de critiquer, si on veut dire, l'occidentocentrisme ou l'europocentrisme de la pensée. Et c'est très bien, mais il me semble que suite à votre travail, il me semble aujourd'hui un autre problème émerge. Oui, la philosophie est partout, mais je me demande selon quelle manière que l'activité intellectuelle en sens général peut-elle éviter de tomber dans une piège, si je veux dire, je nomme la philosophie identitaire. C'est-à-dire que essayer de lier la pensée avec n'importe quelle identité géographique, identité ethnographique, comme vous l'avez mentionné, l'exemple de Hongdongji,
lui, oui, il est d'origine africaine, mais il est normalien, élève de grands philosophes. Est-ce que les gens, comment dire, une ou un élite, comme Ondoji qui vient d'un certain groupe éthique, peut-elle ou peut-il suffisamment représenter la pensée de son groupe éthique? Et puis, une autre question, c'est que dans ce cas-là, si on essaye de refuser ce type de philosophie, ce type de pensée, philosophie identitaire, c'est-à-dire, je me demande, reste-t-il, comment dire, est-ce qu'il est possible de continuer de reconnaître ou de saisir l'altérité ou la différence de la pensée en retirant la catégorie identité de la pensée, n'importe géographique ou ethnographique. Ouais. Merci beaucoup. Et alors, c'est en effet... Non, vous avez tout à fait raison. En fait, les questions identitaires ne m'intéressent absolument pas. Mais c'est un risque. Enfin, réaffirmer la possibilité et l'intérêt d'une ethnophilosophie, d'une géophilosophie, semble en effet ouvrir la possibilité d'une essentialisation. C'est-à-dire, au fond, prendre le contre-pied de N'Tonji, c'est dire, oui, l'épithète africaine a un sens essentiel, et au fond, on pense de telle façon quand on est africain, de telle autre quand on est... En fait, c'est pas cette focale qui m'intéresse, mais j'entends bien, hein, c'est un risque, mais comme je le dis avec un peu de provocation en introduction, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Alors, qu'est-ce que j'entends par les gens, qui n'est pas du tout une catégorie philosophique? C'est d'aller voir les gens, quels qu'ils soient, et de leur demander comment ils vivent et comment ils pensent en fonction de ce qu'ils vivent. Et ça va... Alors, on va me dire maintenant, du coup, c'est peut-être une identité personnelle. Peut-être. Là, pour le coup, d'un point de vue personnel, je n'aurais rien contre des processus d'identification ou de formation d'identité. Bon. Mais c'est à ce niveau-là, presque individuel, mais comme l'individuel est toujours pris dans l'interaction, c'est extensible de proche en proche, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir comment s'articulent archi-localement des modes de pensée. Au fond, ce qui m'intéresserait serait de reprendre le projet sartrien des biographies existentielles et de voir que ces biographies existentielles sont lisibles d'un point de vue épistémologique. C'est-à-dire que quand Sartre fait le portrait de Merleau-Ponty, il restitue génétiquement, existentiellement, un mode de pensée qui est celui de l'individu Merleau-Ponty. Et qui correspond, et ce qui est très frappant chez Sartre, c'est que ça s'ancre dans ce qu'il sait de Merleau-Ponty et du parcours personnel de Merleau-Ponty. Au fond, il fait sortir la pensée de Merleau-Ponty de l'expérience de Merleau-Ponty. C'est un petit peu différent d'une simple description d'histoire de la philosophie, comme on a l'habitude de les rencontrer. C'est qu'il y a vraiment, mais c'est le projet de la biographie existentielle, de la psychanalyse existentielle, à ceci près que Sartre n'a pas nécessairement l'idée que ça puisse être mobilisé à des fins épistémologiques. Au contraire, tout le projet de l'existentialisme prétend trancher avec l'épistémologie qui avait été celle de Léon Brunswick et qui était son maître, un de ses maîtres. Et puis ensuite, il y a en plus, dans l'histoire de la pensée française, la distinction de lignée, du sujet, du concept, c'est pas la même chose, il faut choisir son camp, épistémologie, phénoménologie, etc. Bon, voilà. Mais l'un des enjeux, ce serait d'essayer de voir comment, justement, peut se développer ce que j'ai appelé dans un truc qui va paraître dans quelques temps, un existentialisme de la connaissance, quelque chose de cet ordre-là. Et alors, y a-t-il oui ou non de l'identité à ce niveau-là? C'est toujours pareil, là si vous vous référez à Sartre, on voit très bien que l'identité, à la rigueur, elle vient à la fin, mais en même temps, tant que le projet est en cours, il n'y a pas d'essence qui soit donnée, il n'y a que de l'existence. Voilà. Donc, il me semble qu'à ce niveau-là même, ce que d'autres pourraient appeler une dialectique est en jeu, qui rend impossible la crispation sur l'essence et sur l'identité. Voilà. Mais je pense que c'est à ce niveau-là, en tout cas moi c'est ce niveau-là qui m'intéresserait. Et au fond, N'Tonji, qu'il soit africain, qu'il soit parisien, m'importe peu, j'aimerais aller l'interroger pour savoir comment il en est venu à produire ce type de concept.
Voilà. Et quand je parle de son parcours, c'est un parcours individuel, quoi. Je pense qu'il faut faire une biographie. Voilà, moi, je vous pose une question, parce que j'aime beaucoup votre travail. J'avais lu votre livre l'année dernière. Et donc, je veux juste vous poser la question sur le fait que vous faites un travail de scénarisation par lequel on découvre une pensée, qui plus est une pensée qui a une portée philosophique. Mais la question après, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait. Moi, c'est la question de quelle portée on donne véritablement à cette pensée des autres vis-à-vis de notre pensée. Et de se demander en fait comment la connaissance des autres, on peut la sortir de la simple altérité et faire en sorte qu'elle ne soit plus simplement une connaissance des autres, mais aussi une connaissance pour nous. Et est-ce que, en fait, il y a un dialogue possible? Est-ce qu'on peut à la fois faire sortir la philosophie qui se développe ici, hors des murs, et faire venir la connaissance des autres ici, en fait, enfin, faire venir l'autre dans le même? Et parce que, en fait, ce qui m'inquiète, et donc c'est la question un peu globale à laquelle se lie tout ça, c'est comment on ne reconduit pas la rupture épistémologique entre le savoir et un peu l'opinion, etc. Et en fait, la philosophie, donc celle des autres, et la philosophie qui serait la nôtre maintenant, qui serait la philosophie comparée, en fait. La philosophie qui met en comparaison les autres et qui reste de surplomb vis-à-vis des autres philosophies. Alors, juste pour vous répondre, je voudrais... En fait, c'est un truc dont je voulais vous parler aussi, mais je n'ai pas eu le temps. Je suis intervenu une fois en rapport avec ce bouquin il y a quelques temps, et là c'est la deuxième fois, mais c'était un débat sur l'universel et le relatif. Oui, je devais intervenir aussi une autre fois sur un colloque sur l'universalisme, et puis j'avais le Covid, donc je n'ai pas pu y aller. Mais j'étais très, très frappé parce que j'ai fait mon petit topo sur une Tonji, et puis là il y avait des collègues qui étaient archi-relativistes, Soumaïa Mistiri, il me semble, côté relativiste, et puis il y avait Stéphanie Rosa, universaliste de combat. Et ce qui est très marrant, c'est que moi je fais mon topo, et puis à la fin, Mistiri vient me dire « Ah, c'est super, tes positions, c'est intéressant. » Et puis Stéphanie Rosa vient me voir et me dit « Ah, c'est super, c'est intéressant, tes positions. » Et là, je commence à être très troublé parce que, au fond, je ne sais plus du tout si je suis relativiste ou universaliste, et j'ai l'impression que ça peut être entendu d'un point de vue ou de l'autre. Et en fait, disons que si le relativisme c'est l'incommensurabilité, je ne suis pas relativiste en ce sens. C'est évident que je pense qu'il y a une communication des consciences qui est possible, qu'il y a un devenir autre qui est possible, et que nous pouvons en effet accéder à ce que les autres pensent, et les autres peuvent accéder à ce que nous pensons d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'un anthropologue sur le terrain peut devenir autre très concrètement, même si voilà, les anthropologues vous disent qu'ils ne deviennent jamais totalement autres. Malgré tout, quand vous regardez Les Lances du crépuscule de Descola, je pense à ça parce que Descola dit bah non, on ne devient jamais Arawete, je ne sais plus si c'est ça, mais bon, on ne devient jamais totalement. Mais oui, sauf que malgré tout, il a des liens quasi familiaux avec les gens là-bas. Et puis quand il revient ici, il participe à une réunion avec des gens de l'institution, et puis bon, tout ça lui semble très étrange, quoi, voilà, parce qu'il est devenu étranger pour partie. Bon, il est au milieu, comme dirait l'autre, voilà, il est. Mais je pense quand même que la communication est possible. Alors, quel universel alors? Du coup, c'est pas un universel donné, c'est un universel à construire en quelque sorte, mais qui est jamais atteint en quelque sorte. Je pense que le but est... Mais c'était l'idée de l'empirisme aussi que j'essayais de développer à la fin, mais qui est peut-être pas suffisamment claire et explicitée, il va falloir que j'y travaille, mais c'est qu'au fond, il y a une relativité donnée, et il y a un universel à construire. Et du coup, cet universel, parce qu'il n'est pas donné, il n'est pas de surplomb. Justement, ce qui est frappant chez Stéphanie Rosa, c'est que quand elle parle de l'universel, elle explique par exemple que les mouvements de décolonisation, dans les Lumières de la gauche, les mouvements de décolonisation sont des mouvements qui ont pris pour modèle l'universel de la Révolution française. Bon. Mais ça veut dire que l'universel est donné, et qu'au fond, il est ensuite déployé, décliné, selon les terrains. Bon ben non, je pense qu'il y a des manières, et je pense qu'il faut d'abord faire l'expérience de l'altérité, qui, à mon sens, n'empêche pas de trouver de l'unité. Voilà, une unité est sans cesse en devenir, mais justement, Masson-Roussel, il part de ce qu'il appelle le fait métaphysique. Je trouve l'expression très belle. La métaphysique comme fait, c'est-à-dire, il faut
Meyerson disait, mais ça c'est l'héritage d'Auguste Comte, partir des produits a posteriori de la pensée. La pensée, elle n'est pas dans notre tête, elle est d'abord déposée dans ce qui nous environne, et il faut aller la chercher là, et on pourra dire ce que penser veut dire une fois qu'on aura investigué tout ça. Évidemment, la quête est sans fin, puisqu'on n'a jamais investigué tous les objets, donc voilà, mais c'est à l'horizon. C'est à l'horizon, sachant que je pense qu'il y a une réalité de la communication affective et aussi une réalité de la communication intellectuelle, je pense. Voilà. Mais sans réduction, puisque, au contraire, c'est un englobant de terrain, quoi. Voilà. Mais ça, c'est des positions, je vous le dis, très naïvement, hein, et je pense qu'il faudrait ensuite voir. Ensuite, faire venir l'autre dans le même, je suis désolé, mais nous sommes tous autres. Moi, ce qui me frappe ici, c'est que quand je parle avec les étudiants, c'est qu'au fond, il n'y en a pas un qui... À la sortie, vous serez peut-être tous des clones, nous sommes tous peut-être des clones quand nous sortons d'ici, mais au départ, non, et puis j'espère qu'à la fin, non plus. Donc voilà, quand je discute avec les uns ou les autres, il y a très peu de Parisiens, et les Parisiens, c'est même pas des Parisiens, c'est des banlieusards, enfin voilà, je veux dire, la singularité des parcours fait qu'en réalité, l'étudiant de Sorbonne, c'est une construction, quoi. Oui et non. Oui, merci pour votre intervention. Comment est-ce que vous comprenez l'usage qui est fait de Deleuze dans l'anthropologie contemporaine, surtout chez des anthropologues comme Béros et Castro, qui vont qualifier la pensée des autres comme philosophie, et qui se donnent aussi pour tâche de repenser le sens du concept. Donc comment est-ce qu'on peut à la fois utiliser Deleuze, qui manifestement nie cette possibilité, et en même temps parler de philosophie? Ben ça, c'est une chose très troublante, en effet. C'est-à-dire, au début de Métaphysique cannibale, Viveros de Castro mentionne l'idée de géophilosophie et il dit qu'il applique aux sociétés amérindiennes le concept de géophilosophie. Mais évidemment, il n'a jamais déployé... Enfin, il ne tient pas compte du fait que Deleuze n'a pas lui-même envisagé cette possibilité, qu'il a même, me semble-t-il, refusé cette possibilité. Donc ça, c'est déjà un point étonnant sur lequel les anthropologues américanistes comme Viveros de Castro pourraient s'expliquer. Le problème, c'est, vous le savez, Viveros de Castro, il ne s'explique pas. Il implique, il complique, mais il n'explique pas. On n'a pas le temps, quand on est deleuzien, d'expliquer. Il faut perpliquer au mieux, il faut compliquer, il faut impliquer, mais voilà. Il y a une vitesse de la pensée qui empêche de trop s'expliquer. Deleuze disait, il ne faut pas trop s'expliquer. Mais là, pour le coup, Viveros de Castro, il est deleuzien de ce point de vue. Vous savez, Métaphysique cannibale, c'est Maniglier qui l'a tanné pour qu'il l'écrive. Hein. Il n'aurait pas écrit. Hein. Je veux dire, c'était déjà trop d'explications. Quand on voit l'enchevêtrement des notions... après, voilà, moi, dans le modèle cosmologique, mais ça, je m'en suis expliqué dans un texte qui va reparaître en volume, mais qui est... ce qui m'embête, moi, c'est qu'ensuite, c'est la position agonistique. C'est-à-dire que c'est l'idée que tout est rapport de force et que tout est rapport conflictuel. Et au fond, il y a une ontologie deleuzienne, et que c'est celle-là qui est retrouvée par Viveros de Castro. C'est-à-dire l'idée que la pensée est toujours de l'ordre du rapt, du vol, de la capture. Bon, ça, c'est le sous-modèle sous-jacent, au fond, de la philosophie deleuzienne, qui m'embarrasse, parce que si c'est ça, si la philosophie c'est ça, et s'il faut la décliner géographiquement ensuite, il me semble que c'est présupposer que le modèle agonistique est le modèle de toute pensée. Je suis plutôt du côté de la communauté, quoi. Et j'assume mon amour du sens commun, que le deleuzien n'aime pas. Voilà, je pense que ça ne me gêne pas le commun. Et au contraire, voilà. Mais c'est là-dessus que ça porterait. Donc je pense qu'il y aurait une explication à mener avec Deleuze, d'un côté, sur l'idée même d'une géophilosophie, et puis ensuite, dans le philosophie-géophilosophie, rendre clair ce problème de l'affrontement des consciences, qui est le modèle nietzschéen, hein. Tout est rapport de force, les forces se soumettent d'autres forces, un tout supérieur émerge, enfin voilà, bon. D'où les métaphysiques cannibales derrière. Mais, voilà. Il parle pourtant d'hybrидation à un certain moment, c'est de faire une hybridation entre la philosophie anglais et la philosophie Oui. Après, c'est le problème... Enfin, au fond, c'est le problème du devenir autre, quoi, et de l'idée selon laquelle ça bifurque, et quand ça bifurque, c'est toujours autre. C'est-à-dire que, je disais à l'instant, à la fin, il y a l'universel.
L'idée, c'est de la convergence vers l'identité. C'est une idée qui irrite fondamentalement le Deleuzien. Le Deleuzien est pour un devenir autre sans identité, parce que sinon, c'est pas un devenir autre. Voilà. Au fond, je suis plus aristotélicien de ce point de vue que Deleuzien, parce que Deleuze, le devenir autre n'est pas entre deux identités, une identité de départ et une identité d'arrivée. Il est justement ce qui échappe à toute identité. Il faut toujours virtualiser, toujours altériser. Voilà. Ce modèle ne me plaît pas trop. Oui, Marco. Oui, peut-être c'est un peu provoquant comme question, je ne sais pas. Ah, je m'en vais. Parce que la discussion portait jusqu'à présent surtout sur la philosophie. Vous venez de l'épistémologie, et donc votre livre s'intitule La connaissance des autres. Je trouve que la philosophie, c'est quand même un type de connaissance très particulier, n'est-ce pas? On a envie de dire, par exemple, que deux philosophes qui ne sont pas du tout d'accord sont tous deux savants au même titre, tandis qu'un biologiste créationniste et un biologiste évolutionniste, normalement, on va dire que l'un connaît et que l'autre ne connaît pas. Et donc, en fait, oui, donc j'aimerais savoir, ça pense partout, est-ce que ça veut dire que ça connaît partout? Si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que ça prétend à la connaissance partout, ça cherche la connaissance partout? Ou est-ce que ça veut dire encore plus que ça atteint la connaissance partout? Parce que si c'est le cas, on rencontre quelques problèmes logiques, je dirais. Tout ne peut pas être vrai en même temps. Si la connaissance implique la vérité, n'est-ce pas? Et, pardon, dernière question. J'ai noté un petit extrait de votre conclusion. Vous faites intervenir le concept de justification qui, comme vous savez, m'importe beaucoup. Si toute forme historico-culturelle est justifiée, à la fois par son mode de formation, par sa consistance formelle et par l'expérience à laquelle elle renvoie, cela signifie-t-il que toute forme vaut absolument? Bon, l'impression que j'ai, c'est que cet énoncé-là, l'idée que toute forme historico-culturelle puisse être justifiée, si il y a un point d'interrogation. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a un point d'interrogation. Mais, oui. Je veux dire, si c'est l'hypothèse à travers laquelle vous voulez redonner aux autres leur dignité de sujet de connaissance, je pense que c'est peut-être un peu problématique, parce que se considérer comme sujet de connaissance, c'est considérer qu'on a des bonnes raisons de croire ce qu'on croit, et que d'autres ont des plus mauvaises raisons de croire ce qu'ils croient, et donc que toute forme historico-culturelle n'est pas justifiée. Vous voyez? Donc en fait... Oui, je vous réponds à la fois, parce que vos deux questions portent à la fois sur l'entrée dans le problème et dans la sortie du problème, qui ouvre elle-même sur des problèmes. L'entrée dans le problème, d'abord sur le rapport science-philosophie. C'est vrai que c'est une drôle d'idée de la philosophie indissociable des sciences ou de l'épistémologie, précisément parce que je fais fond sur la conception meyersonienne d'une philosophie implicite, mais ça veut dire aussi bien que la philosophie est dans la science, c'est-à-dire j'arrive pas à distinguer science et philosophie au sens où les hommes de science ont toujours une philosophie et au sens où les philosophes, me semble-t-il, devraient toujours se référer à des matières pour légitimer leurs prétentions conceptuelles. Et au fond, c'est la conception meyersonienne qui traite à égal, enfin, c'est-à-dire Meyerson peut lire dans le même temps Bergson, Kant, Ludwig Boltzmann et puis Max Planck. Et il les lit exactement, ou Hegel et Einstein. Il les lit exactement de la même façon. On pourrait dire mais c'est aberrant, etc. Mais ça, il le peut parce qu'il dit qu'Einstein a des philosophèmes, a des concepts. Et il le dit aussi parce qu'il pense que dans sa prétention à conceptualiser, Hegel s'adosse à des matières qui doivent vérifier ses assertions, qui doivent permettre de vérifier ses assertions. Et si vous voulez, quand il dit Hegel a tort et Einstein a raison, il le dit non pas parce que Hegel serait philosophe, mais plutôt parce que la philosophie de Hegel n'est pas vérifiée par les sciences de la nature, où les sciences de la nature entrent en contradiction avec ce qu'il dit du point de vue de la philosophie de la nature. Et inversement, il peut dire d'Einstein qu'il a une vraie philosophie, parce que derrière la mathématique, il identifie une hypothèse sur la nature du réel, espace courbe, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est un truc, si vous voulez,
conversation dans un couloir avec Quentin Meillassoux, qui me dit ce que la science peut apporter à la philosophie, qui mentionne Freud et Marx comme hommes de science qui apportent quelque chose à la philosophie. Dans un premier temps, je ne comprends pas. Parce que pour moi, Freud et Marx ont une philosophie en même temps que des matières qui permettent de justifier leurs prétentions philosophiques. Et nous-mêmes, en philosophie, je ne vois pas comment nous pourrions avancer des choses sans que des faits viennent les confirmer, les corroborer, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée. Donc du coup, en effet, science-philosophie, donc bon, je pense qu'il faut juger sur pièce, sachant que chaque pièce a deux pieds, un pied conceptuel et un pied empirique. À partir de là, moi j'ai essayé de montrer qu'il y avait là, en effet, de quoi évaluer toutes les prétentions de tout le monde en quelque sorte, et qu'il faut juger à la fois la production de concepts et les faits qui corroborent ou qui vérifient cette prétention. Mais évidemment, c'est ce sur quoi j'ouvre à la fin, ce que j'appelle dialectique de la forme et du fond, cosmopolitique, etc., et qui rejoint la question précédente. Il y a de l'affrontement à terme, parce qu'en effet, tout le monde prétend A, tout le monde affirme avoir des faits qui légitiment les prétentions, et en même temps, on ne peut pas tous avoir raison. Donc ce que j'essaye d'articuler très rapidement, mais que, vous savez, enfin, de la même façon que le début de ce livre était à la fin de ma thèse, la suite des épisodes est à la fin, est annoncée par ce qui clôt le travail. Il faut bien s'arrêter à un moment donné, au moins provisoirement, mais en effet, le problème, c'est celui de la justification des croyances et de l'universalité de ces croyances, en effet. C'est le problème. Mais vous le savez, puisque c'est ce dont nous parlons pour le rationality debate depuis quelque temps, et qui en effet est un vrai problème, quoi, mais qui rejoint aussi la question du relatif et de l'universel. Enfin, je pense que, je dis que c'est un problème moral et politique, et qu'au fond, j'ai abstraitement séparé les dimensions, mais que dès le début, en réalité, le problème est moral et politique. Qu'est-ce qui fait que quand ça communique, le commun s'édifie d'une façon plutôt que d'une autre? Qu'est-ce qui fait que l'une l'emporte sur les autres? Au fond, il y a, que je le veuille ou non, il y a du rapport de force. Et l'identité, elle est à construire, ou l'universel, il est à atteindre, mais en effet, il n'est pas donné. Il est un problème. Donc oui, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, c'est problématique, mais justement, je pense que j'essaie d'assumer le problème et de... Voilà, mais la suite au prochain épisode.